avant de parler de la politique, on continue avec l'éducation Dimas. Vous évoquiez donc ces écoles privées qui augmentaient de façon délibérée les frais de scolarité. Oui, ben je pense que les gouvernants doivent se réveiller et des secteurs qui sont des secteurs sensibles et indispensables où on voit que quels que soient les cas, on est obligé d'investir. Il ne faudrait pas que ces secteurs soient à la merci des tenants qui peuvent manipuler ou faire souffrir les populations pour un gros rien. Et c'est ce qui se passe actuellement dans l'enseignement et surtout dans l'enseignement privé, compte tenu du fait qu'ils voient qu'il y a trop de grèves dans le secteur public et que des gens veulent mettre leurs enfants à l'abri en allant dans la demande est forte. Oui, la demande est forte à ce niveau et donc on se lève, on punit les parents, on leur fait souffrir. Vous savez qu'il y a certains établissements qui ont augmenté de façon exponentielle les frais de scolarité. Vous pensez, il y a certains établissements, vous pensez qu'ils ont doublé? Non. Triplé les frais? Non. Quadruplé? Non. Quintuplé? Ils ont multiplié les frais par 5. Mais c'est inadmissible dans un pays. C'est inadmissible. Alors que rien de fondamental ne change dans le programme qu'on propose. Parce que le programme qu'on enseigne au Togo, c'est un programme togolais. Mais quand toi-même tu veux aller suivre un programme international, tu sais que c'est un choix que tu as fait. Mais si tu es dans ces privés qui optent pour le programme national, mais c'est ça, ils ne peuvent rien ajouter de façon extraordinaire. Et donc, ils ont laissé les gens nous martyriser là-bas, et les gens sont obligés de retirer les dossiers de leurs enfants pour aller chercher ailleurs. C'est la même chose, la même chanson. On dirait qu'ils se sont concertés pour faire souffrir le consommateur. Et au-delà de ça, c'est dans les locations que tu vas voir ça aussi. Le loyer, le foncier, vous allez voir que les gens fixent les prix de façon exponentielle. On a laissé la liberté aux propriétaires de fixer les loyers, et pourvu qu'un étranger, surtout qu'il y a certains étrangers au Togo qui sont plus riches, alors ils viennent et ils proposent le double, le triple de l'avance ou de loyer, et toi, on peut te faire sortir même. Et alors maintenant, ça vient avec cet argument que nous avons des rénovations à faire, et donc tu es obligé de sortir. Et là, quelques jours après, c'est un étranger, tu vas voir. Je pense que les gouvernants doivent se réveiller. C'est sur ce genre de dossier qu'on attend plus les autorités. Exactement. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement ne protège pas assez les citoyens. Parce que Dimas l'a relevé tout à l'heure. La location. Pour trouver une chambre, une piole à Lomé, c'est problématique. Maintenant, si vous la trouvez aussi, c'est que bon voilà, l'avance seul, on vous demande peut-être 1 an, et que bon voilà, tel qu'on l'a dit, il y a une certaine communauté. Si tu as chance. Il y a une certaine communauté dans le pays. Un an, 6 mois ou 2 ans. Ils sont un peu plus nantis que les nationaux, et quand eux ils arrivent, les propriétaires préfèrent céder leur maison à ces gens-là plutôt qu'aux nationaux. Et je pense que le gouvernement est là pour nous les citoyens d'abord. À l'occasion, je disais tout à l'heure que j'ai l'impression que le gouvernement a complètement démissionné sur ces genres de chantiers. On a vu aujourd'hui à la rentrée, mais les frais sont augmentés dans la plupart des établissements privés. Moi, j'aime que quand vous augmentez le frais de ce produit-là, quand vous me dites, ok, d'accord, voilà, j'ai refait l'emballage, j'ai fait ça, que la qualité a changé. Qu'est-ce qui a changé? Ou bien pas comment certaines peintures qui ont été passées par peut-être qu'il y a un souci d'améliorer les conditions de vie des enseignants. Non, quelle amélioration? Les enseignants... Justement, c'est ce que même les enseignants. Les enseignants disent que les frais sont toujours comme ça. Moi, j'ai vu les enseignants payés à 12 000. D'accord, mais c'est une réalité ou bien... Ils ne respectent même pas le SMIC. Pourquoi augmente-t-il ces frais? L'État lui-même, le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire quel effort il fait à l'endroit de ces gens-là? Peut-être on m'a dit que bon voilà, nous sommes sur un marché libéral et que bon voilà, on a tout libéralisé et qu'on laisse tout. Mais
pensez aux citoyens. Nos salaires sont à combien? Est-ce qu'entre-temps, en augmentant, est-ce que nos salaires ont connu une certaine amélioration? Non, c'est toujours le statu quo. C'est pour ça que j'ai dit que l'État est là pour protéger les citoyens. Donc il va falloir que l'État prenne sa responsabilité. Mais qui se réveille? Aussi au niveau du foncier, jusqu'à présent, on en parle, mais aucune solution n'est encore trouvée. On parle de location, c'est pareil. Et aujourd'hui, maintenant, ce sont les établissements privés qui augmentent les prix et que l'État est là, impuissant, et qu'il regarde. Je pense que les gens, le gouvernement doit prendre véritablement. On sait qu'au niveau de l'éducation, les écoles publiques ne suffisent pas. Les privés sont des partenaires pour l'État aussi, il ne faut pas oublier. Oui, justement, c'est en cela que l'État doit réfléchir à une stratégie pour atténuer un peu les dépenses qui sont imposées aux écoles privées. Si l'État arrivait aussi à aider d'une manière ou d'une autre les écoles privées, vous verrez que les choses allaient peut-être s'équilibrer à un niveau. Les écoles qui sont dans le privé disent qu'elles ne reçoivent pas de subventions de l'État et que toutes les charges salariales, tout ce qu'il y a, les dépenses à faire, incombent et sont imputées à la gestion financière qui est faite des scolarités qui sont prises chaque année auprès des élèves. Donc l'État a une fonction régalienne, c'est en cela, je suis d'accord avec Akoli quand il dit que l'État togolais ne protège pas ses citoyens. Parce qu'en face, on a une situation de précarité sur l'économie, la finance, etc., les salaires. On ne sait même plus si ce qu'on gagne s'appelle un salaire. Et quand on arrive à l'avoir, on ne sait pas à quoi ça sert. La rentrée, elle a été effective à quelques jours de la fin du mois. Moi, j'ai vu des parents. Toi, tu disais que c'est hier à 20h qu'ils sont allés prendre les fournitures. Moi, j'en ai vu, c'est ce matin. Et d'autres qui n'ont pas encore. Et d'autres à leur ballon, d'autres n'en ont pas encore pris pour les enfants. Oui, mais ce n'est pas uniquement l'État. C'est vrai que l'État doit le faire et c'est indispensable. C'est son devoir régalien de le faire. Mais aussi, nous sommes dans une société non organisée. Alors, si vous n'êtes pas organisé dans la société, vous êtes à la merci des plus puissants qui vous écrasent à tout bout de champ. Nous ne sommes pas organisés. Vous allez voir qui aurait une entité de parents d'élèves bien organisés sur le plan national qui vont mener des démarches. Les établissements. Mais les parents d'élèves, ils ont plusieurs fois par rapport au report de la rentrée, ils ont plusieurs fois sorti des communes. Ils ont même une fédération. Oui, justement, mais moi, à plusieurs reprises, on les a reçus, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut savoir peser sur les choses. Et puis ce que Dimas dit quelque part, il a raison, parce que c'est les présidents de ces... Moi, je connais des présidents des associations de parents d'élèves. Ils ont même une fédération. C'est des corrompus. C'est des gens qui sont corrompus. J'assume ce que je dis. Ils ne sont pas capables de défendre les droits des parents d'élèves, encore moins ceux des enfants. C'est à cela que les choses se passent dans cette dichotomie-là. On ne comprend pas qu'un parent d'élève accepte qu'une école privée, chaque année, augmente les frais. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Si à chaque niveau, à chaque établissement, cela se passe et les parents d'élèves rapportent ça à leur fédération pour voir les actions à mener et on mène des actions pour décourager ces propriétaires d'écoles, je pense que demain ils ne le feront pas. Mais c'est parce qu'ils ne pèsent pas sur les choses. On sort des déclarations sporadiques sur des papiers tels communiqués par ça s'arrête là. Ça ne fait peur à personne. Le ministère a relevé certains. Vous ne pouvez pas imaginer que là où nous sommes, il y a certains établissements pour pouvoir punir un élève, on lui dit d'acheter un paquet de ciment. Ça veut dire qu'il y a vraiment des choses. Un laisser-aller total qui prouve. Bon, je dirais que voilà, c'est comme si l'État a démissionné sur un certain nombre de chantiers, d'accord, qui doivent véritablement suivre de près. Pour le moment, et les gouvernants et les opposants. Je veux dire, la classe politique togolaise fait la politique politicienne. Ça s'arrête là. En ce qui concerne le social, personne ne pèse sérieusement. Exactement. Pas les actions du chef. Mais ça n'arrange pas la politique. Non, vous savez, tout est pris par la politique. Je disais une fois sur ce plateau que le jour que la classe politique ou bien nos opposants vont appeler pour des faits sociaux comme ça, nous serons tous dans la rue. Mais tout le social est complètement... Mais je vous donne un exemple. Il y a un confrère qui, chapeau à lui, qui sort
des dossiers sur des implants périmés et qu'on importe au CHU. Mais la plus grande mesure que le directeur du CHU a trouvé à prendre, c'est d'interdire l'exercice un médecin qui n'existe même pas au Togo et qui n'exerce pas au Togo. Et ça s'arrête là. Et aucun consommateur, personne ne s'est levé le petit doigt. Non, comme David dit, ils sont tous corrompus. Personne ne peut. Personne n'a une association de consommateurs au Togo. Ouais, le procureur ne s'est pas autosaisi. L'action publique n'est pas mise en mouvement. Le directeur, le ministre en charge de la santé. Ailleurs, le ministre de la santé démissionnaire. Oui, mais bien sûr. Du CHU, vous imaginez l'affaire du sang contaminé en France, non? Vous avez vu le tollé que ça a. Mais ici, c'est comme ça. On donne du calmant et rien à tout le monde. Et la société civile fait la politique, la classe politique fait la politique. Tout le monde fait la politique. Et tout ce qui nous concerne nous-mêmes. Parce que nous devons vivre avant de faire la politique. On oublie. Voilà. Non, on va parler de la CENI. Tout le monde veut aller à la CENI. Il faut qu'on recompose la CENI. Au moins, parce que vous avez dit on a démissionné partout. Moi, sur la CENI, on s'entend très bien. Et ça nous amène donc au second sujet du Togo rapidement. À l'issue donc du second round de la réunion du comité de suivi, il y a eu un semblant d'entente autour de la recomposition de la commission électorale nationale indépendante. David Diagbavi, on a l'impression que David doit être content parce que depuis des semaines, la coalition a obtenu une grande victoire. Il faut faire attention. Il faut pas trop se jeter dans cette logique. Je pense que pour ceux qui poussent loin les observations sur ce qui se passe depuis le 31 juillet, je pense que beaucoup s'attendaient à cette recomposition. Quel que soit le nom qu'on donnera à cette nouvelle CENI, beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait un changement en tout cas. Parce que la CENI actuelle ne répond pas aux aspirations des différentes formations politiques. Et donc, la CEDEAO, en tant qu'institution sous-régionale censée résoudre la crise togolaise, a trouvé la bonne formule. Et la décision a été prise hier. L'opposition dit que ça l'arrange. Le parti au pouvoir estime que c'est pour le bien du peuple togolais et que cette CENI soit faite sur la base de la parité, etc. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va dénouer la crise? Parce qu'au final, on n'a pas besoin de se tirailler pour la composition de cette CENI. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est d'organiser les élections dans le délai que la CEDEAO a proposé. Ils ont même dit hier que le 20 décembre n'est pas une date fétiche. Voilà. Et donc, pour aller à ces élections, il faut partir des étapes. La première étape, c'est la recomposition de la CENI. La seconde étape va toucher aussi un sujet qui est contenu dans la feuille de route jusqu'à ce qu'on arrive aux élections. Donc aujourd'hui, que le terrain est déblayé, on attend de voir celui qui viendra s'opposer ou encore poser des conditions. Dimanche, c'est une grande victoire. Non, mais je suis complètement effaré, et parfois même catastrophé, quand je vois l'opposition se réjouir des ravalements de façade, des parodies et de la science-fiction. Et ça a toujours été ainsi. Vous voyez, la PG, ils étaient revenus tout au relais de cette victoire. Nous avons gagné tout en oubliant complètement les fondamentaux de la démocratie, à savoir la limitation des mandats, le mode de scrutin, la nature même du système, de l'État, du gouvernement. Quel système politique doit nous gouverner? Ils ont oublié tout ça et ils étaient venus complètement très contents, sabler le champagne. Je dis bien sabler le champagne. Ah oui, c'est ce qui s'était passé. Et hier, je riais seulement quand je voyais que dans les états-majors de l'opposition, c'était considéré réellement comme une victoire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui a changé hier?
c'est simplement le mode de désignation. Rien d'extraordinaire. C'est la loi qui était prévue. C'est ce qui est prévu. Ça n'a jamais été 8-8 avec un de l'administration. Hein. Jamais. Vous avez bien suivi le communiqué de la CEDEAO. Ça n'a jamais été 8-8. C'est 5-5. Et maintenant, les 3 à désigner, c'est à ce niveau qu'il y a eu le changement. Et à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? La cooptation. Non, c'est pas la cooptation. C'est le mot qui a été la CEDEAO a dit. Non. Il y a eu cooptation. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, cooptation peut-être au niveau des partis politiques. C'est-à-dire que avant, quand vous le faites, ça doit se faire en concertation avec l'autre. Comme vous l'aviez dit ici la fois dernière, c'est comme ça la loi. Mais maintenant, on donne l'autonomie à l'opposition, par exemple, de choisir. Les 3. Donc, les 3 là, pour l'opposition, c'est 2 partis extra-parlementaires, plus une organisation de la société civile. Et pour le pouvoir, c'est 2 de la société civile, plus 1 extra-parlementaire. Et donc, c'est les 3 là qui seront cooptés de façon autonome. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. RAS. Je disais ça au début, que tout ça, pour ça, je rejoins Dimas pour dire, on jubile. Je suivais le chef de l'office de l'opposition hier, même encore ce matin, Madame Adjamabo, mais bon voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. En toute sincérité. Mais toutefois, la plus grande victoire, c'est d'avoir, parce que vous avez écouté beaucoup de responsables du parti au pouvoir qui ont dit la CENI ne sera pas recomposée. On en est là, elle est recomposée. Oui, justement. Le fameux train, il est revenu à la gare Est-ce que je dirais que le fameux est revenu? Comment c'est recomposé? Peut-être que l'opposition a sauté dans le train finalement. Elle a dit qu'elle a jusqu'au 30 septembre pour rejoindre la CENI. Et on n'a pas dit, ce qui est capital, on n'a pas dit, David, on n'a pas dit que la CENI actuelle interrompt cette travaux. Non, elle continue. Parce que ça veut dire que c'est très en marche. Le train a eu un arrêt technique. Et on leur a dit de monter. C'est tout à fait normal. Et ils sont montés. Et donc le chef de gare, qui est la CEDEAO, a dit aux voyageurs en retard, vous avez jusqu'au 30 septembre pour pouvoir rentrer dans le train. Et heureusement que l'opposition a dit, a affirmé, confirmé, quelle sera à la CENI d'ici le 30. C'est déjà un acquis. Parce qu'au final, c'est l'ensemble du peuple togolais qui gagne. Puisqu'on a mis 2 mois à traîner sur cette crise. C'était un seul mot qui a opposé les Togolais. Le mot recomposition. C'était tellement extraordinaire. Les gymnastiques, les acrobaties qui ont été connus autour de ce mot-là. Mais finalement, l'acquis dont parle l'opposition aujourd'hui, c'est lequel? C'est que l'opposition a la largesse de désigner les 3 autres membres qui sont acquis à sa cause politique. Et c'est la même chose pour le parti Unir. Et donc aujourd'hui, la pomme a été divisée en 2 pour le bonheur. Bon, moi j'aimerais aussi ajouter que au-delà de toutes les interprétations, on ne peut que s'en féliciter qu'aujourd'hui, il y a quand même un minimum de consensus qui est arrivé sur qu'on vient d'obtenir sur la question de la CENI, et que véritablement cela va permettre à la machine d'avancer. Mais toutefois, je me dis toujours que la crise de confiance qu'il y a toujours entre nous-mêmes Togolais ne nous permet pas d'avancer. Parce que cette histoire-là pourrait être réglée depuis. C'est comme le dirait quelqu'un qu'au Togo, tout le monde est tellement intelligent que personne ne veut écouter l'autre, personne ne veut laisser l'autre d'accord, quand même lui expliquer un minimum de choses pour nous permettre d'avancer. Et c'est la même chose qu'on observe du côté de la classe politique. Mais je pense que, Dieu merci, j'ai écouté le chef de file de l'opposition, j'étais tout heureux que bon voilà, il y a
un minimum d'attente qui est revenu et même le ministre de l'administration, le ministre de la fonction publique, monsieur Gilbert Barra, quand même qui a dit que d'accord, le gouvernement a toujours exprimé sa bonne foi et confirmera toujours sa bonne foi pour que le processus puisse avancer. On espère que aujourd'hui on écoutait Madame Adjamambo qui dit que bon voilà, le combat maintenant est transposé du côté de la CENI. On espère. Dimas, est-ce que c'est le plus difficile qu'on vient de franchir comme ça? En tout cas, on s'est sauvé la face. Ouais. On s'est sauvé la face. Donc, on peut dire que c'est le plus difficile. On peut dire que c'est le plus difficile, puisqu'ils disent que l'opposition dit que je ne vais pas rentrer dedans. Et donc, à moins qu'on recompose la CENI. Bon, si ce qui se passe, ce n'est pas une recomposition, mais on peut l'accepter comme tel pour leur permettre de rentrer, ok, tant mieux. Parce qu'il y a certains partis qui sont, quel que soit les cas, intouchables dans la composition même de l'opposition. Si nous prenons l'UFC, l'UFC, c'est un parti politique qui s'est déclaré de l'opposition. Si vous prenez la loi sur les partis politiques de quoi là, on demande à un parti politique de se déclarer de quel côté il se trouve. C'est ça aussi. Même si on est au gouvernement. Même si on est au gouvernement. Mais Agboibo était dans le gouvernement. Et après. C'est une transition. Et après. Mais ils ont toujours été. Ce n'est pas ici, ce n'est pas ailleurs. On peut être de l'opposition. C'est vrai. Signé un accord avec UNIR. Et quand vous signez un accord avec UNIR, vous savez, l'UFC aussi doit avoir le courage. Non, David. Ce n'est pas aujourd'hui que comme le CAR était dans le gouvernement, je pose le problème. Quand le CAR était dans le gouvernement, que ce soit transition, que ce soit quoi que ce soit, est-ce que il est de l'opposition ou pas? Oui. Quand Maître Abitissa était dans le gouvernement, le PSR était de l'opposition ou pas? Oui. Quand Antoine Folie était dans le gouvernement, le UDS Togo était dans l'opposition ou pas? Oui. Mais ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on invente. La différence avec toute la liste que tu as citée, c'est qu'aucun de ces partis politiques n'a signé d'accord avec le parti au pouvoir. En signant un accord avec le parti... justement, le fait de signer un accord ne veut pas dire que tu es du pouvoir. Ça veut dire que... Attends, si je suis déjà de ton camp, je vais signer un accord avec toi. On va ensemble. Si je suis dans ton camp, je n'ai plus besoin de signer un accord avec toi. Si vous êtes dans le camp d'un parti, vous signez un accord. Vous savez, UNIR aujourd'hui, UNIR s'estime satisfaite de cet accord avec l'UFC. Et c'est en cela que ce gouvernement a pu être mis en place avec la présence des membres de l'UFC. Alors, si vous signez un accord avec un parti politique, ça veut dire que vous acceptez de défendre les idéaux, le programme de cette formation. David, c'est trop beau tout ce que tu dis. Mais tu vas me dire que le CAR comment ça? C'est sur la base de l'APG que le CAR est rentré dans le gouvernement. C'est un accord. Après tout, c'est un accord. C'était plusieurs partis politiques de l'opposition. C'est un accord. Et les autres qui sont rentrés. Dans le gouvernement. Les autres déjà ne s'entendent pas. Donc c'est pas ici que nous on va s'entendre. Quand vous êtes dans une société, c'est que c'est l'autre qui joue à un jeu. Non. Quand vous êtes dans une société et entre vous ne vous entendez pas, vous revenez à la loi. C'est la loi que vous dépassez. Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce qu'avec cette question de recomposition, c'est vrai que du côté du net, on s'est dit qu'ils ne sont pas très gênés de quitter. Obu ne s'est pas encore prononcé. Le net n'est pas gêné de quitter la CENI. C'est ce qu'ils ont dit dans la conférence de presse. Et le net précise, je crois qu'il ne sera pas un parti pas uni. Que jamais avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il va en être pour les autres? Ça veut dire quoi? Que l'UFC va quitter, le PDR des Alifouaï va quitter, et au niveau de la société civile qui rentre, c'est tout ce qui rend complexe ce qui a été fait hier. Et puis ceux qui sont à la CENI sont déjà assermentés, qui ont suivi le processus normal. Donc on balaye tout ça du revers de la main. Mais c'est-à-dire qu'on se demande... Les accords politiques mettent toujours entre parenthèses tout ce qui est constitutionnel. Ça veut dire que
là, au niveau de la commission, on n'arrive pas à s'entendre. Dans un au temps niveau de... fixe. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est pourquoi je dis entre parenthèses. Ouais. Et après, les parenthèses sautent. Et, Maintenant, il faut on que vient ces dans une accords situation soient normale. respectés. Mais je pense que les premières victimes, c'est ça. Voilà, c'est le PSR, c'est le ouais. c'est... Mais j'ai quand Parce même que depuis apprécié la longtemps, sortie c'est quand eux. même du net. Non, Bon, quand même, qui parce dit que que depuis bon, longtemps, voilà, c'est les- ils vont jouer. Quand j'ai engagé la discussion tout à l'heure sur l'UFC, c'est pour dire que à part l'UFC qui est calé, et personne ne peut les déboulonner à cause de cet accord, ça c'est clair, parce que la loi viendra au secours. La loi dit Donc, que finalement, ça ne déclare fait plus de quoi 8, ça fait 7. Ah mais bien sûr, c'est ça. Parce Non, que donc tu acceptes que l'UFC est... ce n'est pas moi qui ai fait la loi. Ce n'est pas moi qui ai fait la loi. Ceux qui ont légiféré. Mais donc il y a les FDR qui sont du Parlement. Il y a l'ANS a dit qui est du Parlement et l'ANC et oui le cas. Et vous voyez que Ça va être difficile à partager. Comment ça Puisque le il y a il reste 4. Oui, il reste 4. ANC qui a 16 députés. Oui. Il y a 10. Il va prendre un. Ils vont prendre 2. Comment ils vont prendre 2? Ça va être parce que l'ANC a voulu toujours être aura la part et que ça, sur la base de la présence. Est-ce que vous savez que pour la composition passée, la composition de la CENI passée, est-ce que vous savez que c'est l'ANC même qui avait désigné l'UFC au détriment d'Adi? C'est ça qui avait suscité le courroux du professeur que vous vous rappelez. Il dit que bon, quel qu'en soit le cas, l'UFC est de l'opposition et donc l'UFC n'a qu'à prendre la place là au détriment d'Adi. Et Gobé a sorti les yeux parce qu'il est énervé. Ah, le temps passé. C'est dimanche qui a... Merci à Non, mais les deux là, Merci à il y a vous aussi l'apaisement. de nous Je avoir pense que suivis. ça va permettre qu'on avance.